7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le démographe Gérard François Dumont nous a prévenu, la France aura bientôt besoin de plus de cercueils que de berceaux. Nous sommes passés sous le seuil tristement historique des 700 000 naissances par an. Oui, en 2023, décroche ce record inédit avec 621 691 naissances, des chiffres inégalés depuis près de 80 ans, en 1946, alors que le pays sortait tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est le nouveau constat alarmant que nous livre l'INSEE dans son bilan démographique annuel, c'était publié mardi dernier, et la France traverse plus que jamais un grave hiver démographique, pour reprendre la formule bien appropriée du démographe Gérard François Dumont. Alors dans sa conférence de presse la semaine dernière, Emmanuel Macron a appelé un réarmement démographique. On va voir ce que c'est ce réarmement démographique. Alors quelles sont les raisons de cette baisse de la natalité française? Comment y faire face? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Raymond Debord. Bonjour Raymond Debord. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences humaines et humanités, cadre en protection de l'enfance et vous êtes auteur de ces 2 livres, Faut-il en finir avec la famille et l'individu contre la société, aux éditions Critiques. Et nous sommes avec Guillaume de Prémard. Bonjour Guillaume de Prémard. Oui, bonjour. Alors bonjour Raymond Debord aussi, et à tous les auditeurs. Voilà. Alors vous êtes écrivain, chroniqueur radio, délégué général d'Ictus et ancien président de la Manif pour tous, puisque vous avez votre magazine aussi Permanence. Alors l'INSEE a dévoilé ses derniers chiffres sur l'état de la natalité en France. Son étude porte sur les 11 derniers mois de l'année, de janvier à novembre, et confirme donc l'effondrement de notre démographie. Nous pouvons observer une chute de 6,8% du nombre de naissances par rapport à la même période, l'année 2022, soit plus de 45 000 naissances de moins, ce qui n'est pas rien. Alors Raymond Debord, quelles sont les raisons d'un tel effondrement ? Les raisons sont multiples. Alors, elles sont annoncées parce que ce n'est pas un phénomène nouveau, puisque alors il y a deux étapes, je dirais. Il y a le fait qu'on soit rentré dans un phénomène de révolution démographique, parce que ça date de la fin du 19e siècle. Et puis plus récemment, depuis 2010, là, il y a une accélération, effectivement, du déclin démographique de la France. Les facteurs sont multiples. Un d'entre eux a été pointé par Emmanuel Macron, c'est le retard à l'âge au premier enfant, qu'on peut relier à l'allongement de la durée d'études des femmes. Il a pointé un autre point, élément important, qui est la baisse des problèmes de fertilité qu'on trouve chez les hommes et chez les femmes. Et puis plus généralement, je dirais qu'il y a la possibilité pour les gens économiques, je dirais, ou matériels, de réaliser, parce qu'il n'y a pas que, c'est pas que monétaire, de réaliser leurs aspirations familiales, où là, on a une série d'éléments qui ont été pointés. J'attire votre attention, enfin celle des auditeurs, sur une étude qui a été commandée par l'Union nationale des associations de France, familiales, pardon, qui, donc l'UNAF, étude très récente, et où on fait le point sur les freins, enfin les motivations à avoir des enfants et ce qui peut y faire frein, et donc ça fait sortir un certain nombre d'éléments. Alors Guillaume de Prémard, il y a aussi donc cet individualisme, il y a eu cette rupture aussi du schéma de la famille traditionnelle qui fait qu'il y a évidemment des conséquences sur les naissances et donc une diminution du nombre de naissances par couple. Peut-être, oui, il y a un aspect culturel, on pourrait dire, ou civilisationnel. La question de la famille traditionnelle, je me souviens que j'avais interviewé Raymond Debord pour la revue Permanence. On avait publié un numéro qui s'appelle Démographie, le grand défi. C'était au mois d'avril 2023, donc c'est récent. Et Raymond Debord soulignait, je me fais votre porte-parole, Raymond, désolé, que la famille traditionnelle, le fait de vivre, pour un enfant, de vivre sous le même toit que ses 2 parents, demeure quand même le modèle majoritaire. Vous voyez ? Donc, la famille traditionnelle, elle est malmenée encore davantage sur le plan symbolique, culturel, civilisationnel, peut-être. Et il y a des aspects culturels qui me semblent importants, où dans une société où il y a moins de repères éducatifs, où certains repères essentiels ou élémentaires sont gommés, c'est l'homme, la femme, le père, la mère, l'enfant, les choses les plus simples en fait de la vie, si je puis dire, et de la famille, ce qu'ils font de la famille. Ça, à mon avis, je pense que ça a des conséquences culturelles, morales, psychologiques,
qui font que cette fragilisation fait que mettre des enfants au monde dans un monde un peu de dingue en quelque sorte, si je peux me passer l'expression, ça peut être un frein. Ça peut être un frein. Et en tout cas, c'est l'hypothèse que je formule. Alors il y a aussi Raymond Debord, l'éco-anxiété et puis tout ce mouvement des free child, ou en tout cas et il ne faudrait pas donc faire des enfants parce que ça aurait un impact carbone énorme. Ça a des conséquences aussi sur la démographie. Alors pas forcément ces personnes-là parce qu'elles sont plutôt minoritaires, mais en tout cas c'est une idéologie qu'on peut retrouver chez les gens, c'est-à-dire faire moins d'enfants. Absolument. Alors je nuancerais néanmoins parce que il y a quand même une dimension internationale à ce à quoi nous avons affaire. C'est un phénomène mondial dans lequel la France d'ailleurs est entrée en premier, mais finalement a mieux résisté pendant une deuxième période qui est la plus récente que les autres. Mais la démographie de l'Europe est effondrée, mais la démographie de l'Asie du Sud-Est, c'est une catastrophe. La Chine a perdu des habitants pour la deuxième année consécutive, etc. Donc on est quand même sur quelque chose de très profond. Après, pour être sur votre point plus précis, ça ne pèse qu'à la marge, me semble-t-il, d'après les chiffres qu'on a. C'est-à-dire que c'est moins de 5%, si vous voulez, des personnes qui seraient concernées par ce type d'argument. Par contre, la peur de l'avenir, dans ce sens-là, ce qui n'est pas exactement la même chose, je suis d'accord avec ce que vient de dire Guillaume, ça, c'est le premier motif la première raison qui fait que les gens diffèrent un projet parental. Eh ben, on va en parler juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Il est 8h. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors Raymond Debord, vous nous parliez du phénomène global, mondial de la baisse de la natalité, donc ce n'est pas seulement un phénomène français ou européen, et vous nous parliez surtout de la peur de l'avenir. Tout à fait. Il y a des inquiétudes d'ordre... il y a un climat général, on va dire qu'il y a un climat général d'insécurité à prendre évidemment dans le sens le plus large possible, ce qui fait que les gens ne se sentent pas, ou se sentent moins, puisqu'il y a quand même des naissances, mais se sentent, ou en tout cas on va dire de moins en moins, en situation de se projeter à minima pour avoir des projets familiaux. Il y a aussi ce qui vient en deuxième raison dans les justifications, si vous voulez, selon l'enquête qui a été commandée par l'UNAF, qui a été réalisé par Opinionway, si mes souvenirs sont bons, mais c'est sous toute réserve, il y a le coût de l'enfant. C'est-à-dire le fait, avec les phénomènes d'inflation, d'insécurité économique, etc., est-ce qu'on va être en mesure, et puis l'accès au logement, voilà, qui me semble être un point tout à fait important, est-ce qu'on va être en mesure de subvenir aux besoins d'une famille qui serait plus importante, en sachant que jusqu'à maintenant, l'objet des politiques familiales était de compenser le coût de l'enfant. Donc le problème qui se pose sur un plan plus général au niveau de la société, c'est de savoir est-ce que aujourd'hui on est prêt à se donner collectivement les moyens de compenser le coût de l'enfant, ce qui serait un levier puissant pour inciter les gens à réaliser leurs projets familiaux. Pas les inciter, simplement le permettre. Alors, Guillaume de Prémar, vous comprenez ce que dit évidemment Raymond Debord, c'est-à-dire notamment, nous, on a actuellement un indice conjoncturel de fécondité ICF qui ne cesse de baisser. Il est passé de 2,03 enfants par femme en 2010 à 1,8 enfants par femme en 2022. Et paradoxalement, donc on a parlé des mouvements éco-anxiété, free child, qui ont un écho médiatique énorme, mais pourtant les couples français ont un désir d'enfant entre 2,5 et 2,7 enfants désirés, ce qui est extrêmement élevé. Donc on voit bien que finalement les couples français renoncent à avoir parfois un enfant de plus, justement à cause des problèmes économiques dont vous avez parlé, Raymond Debord. Oui, il y a les études que vous évoquez qui situent effectivement ce désir d'enfant, comme on dit, aux alentours de 2,5. C'est assez significatif. Le décalage montre les insuffisances de politique familiale, et l'expérience montre aussi qu'il y a une corrélation assez directe entre le dynamisme d'une politique familiale, c'est-à-dire de soutien à l'accueil de l'enfant, tout simplement, avec ce qu'a évoqué Raymond Debord, ces questions de l'accès au logement, de la compensation du coût de l'enfant, etc. Et il y a une corrélation entre une politique familiale et le taux de fécondité. Et c'est
indubitable. Donc, il nous manque une vraie politique familiale, même s'il y a une certaine prise de conscience politique qui est assez nouvelle. Entendre un président de la République parler comme il l'a fait, comme parfois on disait un président ne devrait pas dire ça, mais là, un président aurait dû dire ça depuis bien longtemps. Quand on avait interviewé Pascal Morinière, la présidente des AFC, qui bataille beaucoup d'ailleurs sur cette question du désir d'enfant, il faut qu'on aide les gens à satisfaire ce qu'ils souhaitent tout simplement. Eh bien Pascal Morinière avait dit la politique familiale est un impensé de nos politiques publiques. C'était sorti du champ et ça revient dans le champ, mais c'est par nécessité historique. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience qui se fait. La mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, les réponses qui ont été esquissées tant par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse que par la ministre de l'égalité hommes-femmes, parce qu'il n'y a pas de ministre de la famille à proprement parler. J'ai entendu ça ce matin chez vos confrères d'RMC, qui c'est une réponse très insuffisante. Même si c'est bien de s'attaquer à un plan sur la fertilité, par exemple, parce qu'il y a un problème de fertilité, et avec une réponse sur le congé parental. Bon, d'ailleurs, pour le raccourcir et mieux le rémunérer, ce qui n'est pas certain que l'effet soit bon sur la natalité. Donc, les réponses aujourd'hui sont pas à la hauteur de l'enjeu. Alors Raymond Debord, justement là-dessus, sur la question de la fertilité, donc il y a une baisse de la fertilité, notamment des hommes qui auraient chuté de plus de 60%. D'où ça vient? On parle des pesticides, on parle des ondes. Quelles sont véritablement les raisons de cette baisse de la fertilité? Alors c'est l'alimentation, on ne sait pas exactement. Je ne suis pas du tout en situation de répondre de manière précise à votre question, qui néanmoins est fondamentale. Hein. Mais je n'en sais pas plus que ce qui en est dit, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de biologie. Mais effectivement, ce qui est mis en avant, alors après, on verra les résultats, puisque pour le coup, des fonds semblent avoir été dégagés au moins pour mener des études à bien. Je pense que là, on a quelque chose qui va s'apparenter à une petite bombe, parce qu'il semblerait qu'on tombe rapidement sur des problèmes effectivement à dimension environnementale, les métaux lourds, la présence des perturbateurs endocriniens dans votre dentifrice et puis un petit peu partout. Et si c'est aussi grave qu'on peut le supposer, ça veut dire que ça va nécessiter des mesures d'une ampleur considérable dont on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel point les pouvoirs publics seront prêts à les mener. On l'a vu sur d'autres sujets. Hein. Je vous dis, je sors un peu de mon champ de compétences, mais quand on voit les difficultés qu'il y a sur les histoires de glyphosate, par exemple, on peut imaginer voilà ce qui nous attend. Mais il semble que ce soit effectivement un des éléments. Ce qui fait que la troisième raison qui était donnée par les gens, toujours dans la même enquête, concernant leurs difficultés, ça renvoyait implicitement à des phénomènes de ce genre-là, puisque, je cite, c'est que les gens n'étaient plus en situation de procréer, mais sans recours envisagé à l'adoption. Donc vous voyez, on est sur ce genre de choses-là, et ça, c'était un des éléments qui était donné par les gens. Donc ce qui est quand même d'une grande portée, puisque les gens répondent, nous voudrions bien avoir des enfants, mais finalement, nous ne pouvons pas le faire, mais pour des raisons qui ne sont pas exactement des raisons socio-économiques. Alors, Guillaume Deprémard, là, je crois qu'on a bien compris qu'il y avait un effondrement de la natalité, que ce n'est pas voulu par les Français parce qu'ils ont fait finalement tout de même un désir d'enfant. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de renouvellement de génération. Quelles seraient les conséquences de cette natalité en berce d'un point de vue pour notre société, d'un point de vue économique, puis aussi pour le financement de nos retraites, tout simplement? Il y a des questions économiques, sociales et culturelles, on pourrait dire, sur le plan de la politique sociale. Oui, les retraites, financement des retraites, puisque le nombre d'actifs pour le nombre de retraités, le rapport actifs et retraités se dégrade de plus en plus et les projections démographiques sont mauvaises de ce point de vue-là.
Donc, c'est-à-dire que si pour caricaturer ou exagérer un tout petit peu, on se retrouvera bientôt dans une situation où un actif fait vivre un retraité en France. J'exagère un petit peu, mais ça ne sera pas loin. Donc, imaginez que vous ayez votre travail, il faut faire vivre votre famille, et puis en plus, il faut faire vivre une autre personne avec le fruit de votre travail. Donc, imaginez les taux de cotisation auxquels on pourrait arriver. Donc, c'est presque inenvisageable. Donc, ça, c'est une question très importante sur les retraites. Il y a une question qui est aussi économique et qui est liée à la force de travail en France. Alors, il y a la question de l'immigration qui est derrière, puisqu'on se dit, on va faire venir des immigrés, des gens d'autres pays pour remplacer notre jeunesse, pour fournir des bras, etc. Et on se rend compte que tout n'est pas interchangeable et que ça n'est pas évident du tout, parce qu'encore faut-il que les personnes qui arriveront en France pour travailler et remplacer nos jeunes, qui ne sont plus là, puissent s'intégrer, s'assimiler, vivre harmonieusement sur notre sol. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de soubresauts qui sont culturels, religieux, en France, en Occident. Et donc, on ne sait pas si la société pourrait tenir culturellement cela. Et d'autre part, il y a aussi le fait qu'un peuple qui ne fait plus d'enfants finit par s'éteindre. Hein, au bout du compte, c'est aussi simple que ça. C'est mathématique. Donc, ce qui est fortement en question, c'est moi, si je me place du point de vue du peuple français, quand je suis français, voulons-nous vivre encore comme peuple français, être dans l'histoire? Donc ça, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a un besoin d'un sursaut qui va au-delà des politiques publiques. Alors Raymond Debord... C'est au-delà, qui va vers tout simplement l'envie et l'instinct de survie d'un peuple. Raymond Debord, sur le recours à l'immigration, notamment pour contrer cette insuffisance démographique, vous y croyez, vous ? Non, pas j'y crois. Je ne sais pas, parce que ça dépend de quoi on parle. Si on parle de ce que vont faire nos gouvernants, je ne ferai pas de pronostic là-dessus. On a bien vu des pays voisins qui pouvaient à certains moments recourir massivement, je pense à l'Allemagne, à l'immigration avant de faire marche arrière ou en tout cas de mettre un stop. Alors il y a tous les éléments qu'a donné Guillaume de Prémard que je partage tout à fait. Et j'ajouterais aussi, peut-être qu'il l'a cité que j'ai pas prêté attention, mais l'adéquation entre les besoins et la qualification des personnes qui pourraient se présenter. Et de toute évidence, alors je sais que nous sommes à Paris et que les gens adorent se faire livrer des sushis, ce qui est réalisé par des clandestins, etc. Mais je pense que ça a ses limites, y compris du point de vue des gens qui pourraient chercher à trouver de l'emploi. Et que sur le fond, les gens qui se présentent aujourd'hui aux frontières et qui sont en recherche d'un avenir meilleur, ce que je trouve tout à fait respectable et légitime de leur point de vue, rien ne dit qu'ils correspondent aux attendus de l'économie française. Quand on voit les difficultés d'emploi qu'on a, que par ailleurs le gouvernement évoque sur d'autres sujets, ou que chacun peut constater empiriquement, vous voyez bien qu'il y a des professions aujourd'hui, des secteurs entiers de l'économie, où on est en sous-emploi, puisqu'en réalité, il n'y a pas de personnes pour occuper les postes qui sont disponibles, qui peuvent être des postes qui présentent des contraintes, mais qui sont des postes, pour l'essentiel, des postes qualifiés. Et alors, Raymond Debord, sur ce que justement a dit Guillaume de Prémard tout à l'heure, c'est-à-dire une volonté d'un peuple, finalement, de ne pas survivre, de ne pas se reproduire, de ne pas continuer dans le temps. Ça, c'est un problème philosophique aussi qui est bien plus large, seulement un problème de fertilité ou de natalité. Oui, tout à fait. Il y a une question, effectivement, de savoir si on a envie de se projeter collectivement dans un avenir. Alors, c'est pour ça, pour reprendre l'intervention d'Emmanuel Macron, moi, je pense qu'elle a une grande importance, non pas tant parce qu'il a proposé, qui finalement n'était pas grand-chose, là-dessus, je suis d'accord, mais que par le fait d'en parler. Bon. C'est-à-dire qu'on l'a mis au centre du débat public. Le deuxième truc qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas eu d'opposition frontale. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à une opposition de principe, en particulier venant de secteurs de la gauche, etc. Ce qui n'a pas été le cas. Les critiques, y compris celles de Mme Tondelier des Verts, par exemple, ont été des critiques sur les moyens. Ce qui veut dire que la légitimité du débat a été acceptée. Ça me paraît un point très, très important. Après, il a effectivement... son intervention sur le sujet de la natalité faisait suite
à une autre intervention qui était à caractère plutôt économique, mais qui se terminait par nous voulons une France forte et nous voulons continuer la France, ou que la France reste la France. Je crois que c'était l'expression. Si on partage cette idée, tout simplement, de pérennité de la nation, évidemment, la question de la population, elle arrive comme conclusion, le souci de la population comme conclusion immédiate, et le souci des politiques familiales comme conclusion des préoccupations pour la population. Et puis avant, c'était cantonné évidemment à la droite pour que la France reste la France et qu'il faut qu'il y ait des enfants, une continuité historique. Et aujourd'hui, donc, on est content que ça soit récupéré par le gouvernement. Alors, comment relancer la natalité, Guillaume Desprémart et Raymond Debord? Parce qu'on a fait le constat, il y a une différence entre la politique familiale et la politique nataliste. Aujourd'hui, il faut à la fois une politique familiale et une politique nataliste. Guillaume Desprémart. Oui, ce qu'on appelait le natalisme, politique nataliste, c'était une vision assez matérialiste en fait de la question de la naissance. Avec c'était les bras dont nous avions besoin. Si on se souvient au début du XXe siècle, c'était faire des enfants pour fournir des soldats. De la chair à canon, il fallait récupérer l'Alsace, la Lorraine, etc. Donc on a l'habitude en France d'avoir un discours nataliste assez matérialiste, en sens où utilitariste, du moins, sinon matérialiste, du moins utilitariste. Alors il y a cette notion d'utilité, mais je crois effectivement que ça ne suffit pas. Il faut aussi un ressort culturel, un désir de continuité, etc. Si on parle de l'utilité, oui, il faut des politiques concrètes qui permettent effectivement d'accueillir des enfants dans le foyer. Je pense que l'aide au logement est importante. Je pense que l'universalité des allocations familiales est importante, puisqu'il faut soutenir également ceux qui ont des moyens, qui sont dans les CSP+, pour avoir des enfants, puisque il y a un certain nombre de familles dans les classes dites supérieures qui ont davantage d'enfants. C'est-à-dire que on a beaucoup d'enfants dans les classes supérieures et dans les classes les plus populaires. Donc, et il y a toute la partie de classe moyenne qui est un peu en berne, quoi. Donc, il faut trouver des politiques adaptées avec une universalité des allocations familiales. En tout cas, c'est ce que plaident par exemple les AFC. Et très concrètement, la question du logement, notamment en milieu urbain, est décisive, puisque le poids du logement dans le budget des familles est devenu beaucoup trop important. Et il faut mettre des moyens sur cette politique familiale. Alors, Raymond Debord, sur cette politique familiale et pour sur cette politique nataliste, comment combiner les deux ? Je pense qu'il faut permettre effectivement la réalisation des aspirations familiales des gens. La question, évidemment, n'est pas... alors, il y en a qui jouent à se faire peur sur ces sujets-là. La question n'est pas de mettre un fusil dans le dos des gens pour les inciter, leur donner des injonctions à la reproduction. La question est de lever les freins et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut permettre à ceux qui souhaitent en avoir de le faire. Après, il y a des raisons, si vous voulez, sur lesquelles je pense qu'il faudrait des études beaucoup plus fines et détaillées que ce à quoi on peut avoir accès aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui fait que le désir d'enfant lui-même est moins prégnant qu'il a pu être il y a ne serait-ce que 5 ans, par exemple. Voilà. Donc là, il faudrait aller voir beaucoup plus dans le détail ce qui se passe. Néanmoins, comme il est supérieur aujourd'hui, comme il est supérieur à ce qui serait nécessaire pour, c'est-à-dire plus de 2 enfants en fait par famille, pour que le pays perdure, je pense que ça, à ce stade, ça suffit. Donc le logement me paraît, moi je suis d'accord avec Guillaume Desprémart, je mettrais même, alors moi je suis pas un prescripteur, enfin je veux dire je suis un observateur, donc je suis toujours un peu embarrassé de répondre sous cet angle de prescription, mais les associations familiales mettent en avant la question du logement, en particulier pour les jeunes couples. Et je crois que ça pose des problèmes aussi. Guillaume, à juste titre, a fait allusion à le problème de la nature des prestations familiales. La différence, c'était implicite entre prestations familiales et prestations sociales. C'est ce qui justifie le fait qu'on ait une universalité, parce qu'en fait, c'est une politique dont l'objet n'est pas de corriger les inégalités sociales, mais de compenser le coût de tous les enfants. Sur le logement, c'est un petit peu pareil, parce que
en dehors du fait qu'on ne construit pas la moitié de ce qui serait nécessaire chaque année, parce qu'il y a un souci, vous avez aussi une politique pour le logement social qui aujourd'hui est une politique d'aide au logement des personnes en situation de grande pauvreté. Voilà. Ce qui peut être légitime, mais le fait d'être focalisé là-dessus, ça fait un peu changer de nature la politique de logement social qui était à sa création une politique d'accès universel au logement. Et là, de toute évidence, on n'est pas là-dedans. Il y aurait des choses à faire à ce niveau-là. Et quand Emmanuel Macron... Oui, Guillaume Desprémart. On peut peut-être ajouter la question des modes de garde aussi. Il y a beaucoup de difficultés dans les modes de garde d'enfants. Les crèches, notamment. Oui, tout ce qui est crèche, la possibilité de confier les enfants pendant qu'on travaille. C'est la question du travail est importante, puisqu'aujourd'hui, dans des situations où il y a deux revenus dans la famille. Donc, il y a deux personnes qui travaillent dans la famille, le père et la mère, davantage que par le passé. Et donc, il faut bien résoudre ces questions de garde. Et la question du congé parental, moi, j'ai une vision plutôt inverse de celle d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut laisser un choix sur des délais importants, parce que beaucoup de parents, notamment des mères, mais pas seulement des mères, veulent s'occuper de leurs enfants jusqu'à l'entrée à l'école, pour ainsi dire. Et ça, c'est un élément important. Raymond Debord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ma crainte sur le sujet, si vous voulez, c'est que, en fait, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un décalage entre l'importance politique de cette déclaration et des mots qui ont été choisis, et puis ce qui était immédiatement proposé. Bon, après tout, laissons-leur le temps. On voit que les ministères ne sont pas encore au complet, etc. Parce qu'il est à craindre que cette opération se fasse à coût constant. C'est-à-dire qu'en réalité, on dit, voilà, on paye peu pendant longtemps. Bon, où il y avait des effets pervers, parce que c'était, en fait, du coup, c'était les femmes qui se trouvaient en situation dans le couple, parce qu'en général, elles gagnent un peu moins que les hommes. Donc, du coup, c'est elles qui arrêtaient de travailler. Mais pour se retrouver à 429 €, on comprend après que c'est problématique, surtout quand il faut se réintégrer sur le marché du travail au bout de 2 ou 3 ans. Donc là, il y avait effectivement un vrai problème. Dans le même temps, si on dit, OK, on va faire mieux payer, mais plus court, ça veut dire qu'on est à budget constant sur la dépense. Alors, on peut interroger son utilité, enfin, son efficacité, mais ça ne suffit pas. Donc, effectivement, moi, je plaide, alors je ne suis pas économiste, il faut chiffrer tout ça, etc., mais on voit dans les pays du Nord où on a des situations où ça dure très longtemps et c'est relativement bien rémunéré, en tout cas de l'ordre du double par rapport à ce qui est proposé en France jusqu'à maintenant. Oui, il y a un modèle à budget constant, à la limite, autant laisser le choix. Tout à fait. Entre ceux qui veulent 6 mois ou 3 ans. Alors, Guillaume Desprémart, il y a un modèle justement nataliste, un pays en tout cas qui a une politique nataliste qui vous conviendrait. Guillaume Desprémart. Il y a la Hongrie qui a quand même réussi, qui a montré, avec une politique très nataliste, avec certaines choses qui pourraient presque nous paraître excessives de notre point de vue de Ouest européen. Mais en tout cas, la Hongrie démontre effectivement qu'on peut redresser le taux de natalité d'un pays et lui redonner un dynamisme démographique avec un véritable volontarisme politique. Donc c'est un exemple qui est assez réussi. J'avais interrogé Pascale Morinière, la présidente des AFC, sur le sujet. Elle m'a dit, elle confirmait ça, et elle m'a dit peut-être qu'ils servent parfois, ils vont un petit peu loin en Hongrie. Elles prendre des très bonnes mesures de politique familiale, mais aussi des mesures purement natalistes, dit Pascale Morinière, qui peuvent s'avérer injustes. Et elle cite l'exemple, les femmes qui ont leurs enfants avant l'âge de 30 ans n'ont plus d'impôts à payer. Mais quid des femmes qui ont déjà 5 enfants, qui ont 31 ans? On se retrouve dans des situations, on veut tellement soutenir la natalité qu'on en arrive parfois à certains excès. Mais j'imagine que les Hongrois font ça avec leur tempérament de Hongrois. Mais en tout cas, il y a un exemple qui montre cette corrélation, et que si on veut redresser la démographie, on en a la possibilité. Et après, il y a un coût, il y a un financement de tout ça, mais en tout cas, on sait que ça marche. Raymond Debord, un mot sur la politique nataliste hongroise.
Je suis pas un spécialiste de la politique nataliste hongroise. Je dirais que c'est. Alors, il semble que ça ait commencé à donner des résultats. Je crois que c'est un peu tôt. Moi, ce qui m'avait intéressé plutôt, c'était de voir quels étaient les discours politiques qui étaient tenus. En particulier, vous savez que la Hongrie organise des sommets internationaux autour maintenant tous les 2 ans, me semble-t-il, ou tous les 5 ans. J'ai peur de dire des bêtises, mais peu importe. Où réunissent tout un tas de spécialistes, de chefs d'État, etc. C'est-à-dire que pour eux, la question est une question importante. Et j'ai retenu dans la dernière séance l'intervention de la présidente du Conseil italien, Madame Meloni, la situation de l'Italie étant la plus dégradée en Europe aujourd'hui, qui était très intéressante parce qu'elle abordait la question de manière résolument conservatrice et cléricale, décomplexée, si j'ose dire. Mais dans le même temps, elle préconisait des politiques familiales. Elle n'opposait pas, si vous voulez, bien au contraire, le travail des femmes et la natalité, et prenant, je dirais, des exemples, son propre exemple familial et personnel, étant elle-même issue d'une famille recomposée et ayant eu des enfants dans des situations économiquement complexes, en fait montrant comment le fait de soutenir l'emploi des femmes et de soutenir la natalité créer un phénomène de renforcement réciproque de ça. Et c'est pour ça que ça me paraît important d'essayer de sortir des clichés sur ces questions-là. Merci à tous les deux. Merci Raymond Debord. Je rappelle, vous êtes docteur en sciences humaines et humanité, auteur de ces 2 livres, Faut-il en finir avec la famille et l'individu contre la société aux éditions Critiques. Et merci à vous, Guillaume de Prémar. Vous êtes écrivain, chroniqueur radio, délégué général d'Ictus. Et puis vous avez votre magazine Permanence qui est toujours disponible. Merci à tous les deux.